Ok, ben je vais commencer. J'espère que tout le monde nous entend et nous voit. Je dis bonjour à tous les participants qui nous ont rejoints. Je me présente, je suis Patrice Morand, je suis euh, PUPH, prof de médecine en virologie au CHU de Grenoble, mais je suis là en tant que co-directeur du bureau de l'espace éthique du CHU de Grenoble. On reviendra éventuellement, si vous le voulez, sur les missions et l'organisation de ces espaces de réflexion éthique que sans doute un certain nombre d'entre vous connaissent. Mais je pense que pour ne pas prendre trop de temps, je réserve ça éventuellement à la discussion ou au chat si vous avez besoin d'explications sur ce qu'on fait, sur nos missions dans le cadre de ces espaces de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à toutes les questions éthiques qui se posent dans le domaine de la santé. Donc, merci encore d'être là. Pour justement, une de nos missions, c'est de réfléchir de manière un petit peu multidisciplinaire et aussi grand public sur des enjeux éthiques. Et on a depuis quelques années organisé ces réunions en visio pour permettre au plus grand nombre de participer. Et donc aujourd'hui, on avait décidé, avec notre directeur de l'espace de réflexion éthique, François Chaput, qui ne peut pas être là aujourd'hui, de faire un focus sur les enjeux éthiques de la robotique chez les sujets âgés. Alors, pour cela, on a invité des personnalités qui travaillent sur ces sujets-là. Je vais les présenter très rapidement. Je crois que vous les voyez à l'écran. On va commencer, si vous le permettez, par la plus jeune, avec Léa Chauvière, qui est donc une chercheuse doctorante, qui est donc en train de faire sa thèse de philosophie sur ces sujets. Elle vous expliquera sous la direction justement de deux professeurs de philosophie et de sciences de l'information, Madame Fabienne Martin-Juchat, on dit comme ça, hein, et Monsieur Thierry Minissier, qui est un petit peu le responsable de toute cette petite équipe et donc qui a la chaire d'éthique dans l'Institut interdisciplinaire pour l'intelligence artificielle à Grenoble. Donc je les laisserai mieux se présenter que je ne l'ai fait. S'ils le veulent, parce que c'est vrai que ma présentation est un peu lapidaire. L'idée aussi, c'est donc, et sans doute ils le développeront mieux que moi et Eric, on est là un peu pour modérer, organiser les choses, mais c'est vraiment les questions comment on peut réussir, si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est obligatoire et qui touche tout le monde et qui touche tous les secteurs en santé et aussi les personnes âgées, qu'elles soient institutionnalisées ou pas. Mais comment on peut essayer de garder un équilibre dans cette révolution, dans les lieux de soins, entre, on va dire, l'aide humaine, l'humanité et puis les aides technologiques et comment ces robots qu'on appelle parfois des robots sociaux, des robots compagnons peuvent nous aider et aussi poser des problèmes éthiques et je pense qu'ils en parleront mieux que moi. Alors, juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, il y a Éric Laporte qui est avec nous, donc qui est cadre de santé au CHU de Clermont-Ferrand, qui fait partie de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes et qui est le pilote Internet, entre autres, parce qu'il ne fait pas que ça, de notre espace, qui va vous expliquer un tout petit peu le déroulement de la journée, et puis après, de la soirée.
Et après, on attaquera dans le vif du sujet. Je crois que dans l'ordre, c'est Léa qui va commencer, ensuite c'est Fabienne, et ensuite la synthèse sera faite par Thierry Minissier. Léa, le micro est coupé. Oui, bonjour. Merci pour de m'avoir passé la main. Est-ce que vous voyez bien mon écran, du coup? Oui. Ouais, merci. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Léa Chauvière et comme présenté auparavant, je suis doctorante chercheuse à l'Institut de philosophie il va y avoir un micro qui est... Voilà. Donc à l'Institut de philosophie de Grenoble-Alpes. Et donc merci à Monsieur Morand et Monsieur Laporte pour l'invitation à cette table ronde. Donc moi, j'interviens aujourd'hui parce que je mène une thèse en philosophie des techniques qui porte sur l'encadrement éthique des IA génératives utilisées dans le domaine médical. Et donc, mon travail de recherche, il porte plus précisément sur le rapport de vulnérabilité entre le patient, la patiente et ce type de technologie. Donc, j'interviens aussi parce que j'ai rédigé un mémoire sur les risques éthiques de l'anthropomorphisation en gérant technologie en 2021 et qui a porté sur les chatbots utilisés pour rompre la solitude et l'isolement des personnes âgées. Donc, pour commencer, un rapide sommaire. Donc, comme présenté auparavant, je vais faire une présentation, donc un panel des robots et systèmes d'IA qui sont utilisés actuellement en gérant technologie. Donc, en première instance, ça va être une typologie avec un schéma explicatif, parce que c'est quand même assez dense. Il y a vraiment différents types de robots, donc je souhaitais avoir un propos un peu plus limpide et vous proposer un repère visuel. Donc, et ensuite, ça va être présenter donc, les systèmes d'IA et robots pour le soin qui sont actuellement développés et utilisés. Donc, d'un côté, ceux qui sont utilisés par les soignants et les soignantes, et de l'autre, ceux par les patients et les patientes. Donc, en soi, ceux par les soignants et soignantes, donc ce n'est pas directement la patientèle qui va l'utiliser, mais ils vont faire partie de l'environnement technique qui s'insère en fait en continuité de la gérontechnologie. Donc, c'est pour ça que je souhaitais vous les présenter. Et donc, voilà, donc, un schéma que je souhaitais vous présenter. Donc, pour montrer les différentes typologies qu'il y a en robotique. Donc, déjà, on va trouver les agents virtuels. Donc, vous devez les connaître sous les noms de chatbots, enfin, les agents conversationnels. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les agents à composantes mécaniques. Donc, il y a les robots industriels et chirurgicaux. Ensuite, les robots domestiques. Donc, par exemple, avec les robots aspirateurs qui sont assez connus, il y a beaucoup de marketing qui est fait autour d'eux. Et donc là, c'est des robots qu'on va retrouver finalement dans la robotique, dans les habitats intelligents, et c'est des robots qui se veulent qui se targuent de pouvoir aider au quotidien. Ensuite, on va retrouver les robots sociaux, donc les robots d'assistance. Donc, vous avez d'un côté les robots zoomorphes, par exemple, avec le robot, je pense, sous forme de phoque, c'est un robot que vous devez connaître. C'est le robot Paro. Ensuite, vous avez les robots anthropomorphes, là, avec deux typologies. Donc, les robots humanoïdes qui, malgré leur nom, ne sont pas des robots en fait, qui vont véritablement ressembler aux êtres humains. C'est des robots qui vont être anthropomorphiques dans le sens où ils vont avoir un visage avec un sourire, des yeux. Enfin, ils vont donner comment dire, un effet de sympathie, on va dire, un petit peu avec ce type de robot, mais ils ne vont pas directement ressembler à des êtres humains. Contrairement aux robots Android et Geminoid, qui sont des robots qui vont vraiment essayer de calquer, de mimer véritablement une apparence humaine. Donc là, auquel cas, avec ce type de robot, en fait, on se retrouve dans ce que Masahiro Mori, c'est un roboticien japonais qui a théorisé dans les années 70, la vallée de l'étrange. C'est l'idée que plus un robot ressemble à un être humain, plus on va être dérangé par les éléments qui ne miment pas parfaitement l'être humain. Donc, par rapport à justement ce fait-là, c'est du coup beaucoup plus les robots humanoïdes. En fait, c'est principalement les robots humanoïdes qui vont être préférés en gérant technologie. Donc déjà, pour qu'il n'y ait pas d'anthropomorphisation qui soit faite de par ces personnes, notamment par exemple les personnes qui vont être en situation de démence, en fait, pour être sûr qu'elles ne pensent pas avoir un être humain en face d'elles. Et donc voilà, pour éviter ce rapport anthropomorphe qui se met. Donc ensuite,
Ce que je souhaitais vous présenter, donc, c'est les systèmes, en tout premier, les systèmes qui ne fonctionnent pas avec IA, qui sont utilisés en administration médicale. Parce que généralement, donc, on a l'impression qu'il n'y a que des IA et des robots qui commencent à arriver, mais il y a quand même beaucoup de choses qui font partie de l'environnement technologique qui impacte le parcours de soins, mais qui ne sont ni IA ni des robots. Donc, vous avez notamment les plateformes médicales comme Maya, Doctolib. Là, je ne les présente pas, je pense que tout le monde voilà, voit ce que c'est. Ensuite, vous avez aussi le bot qui a été développé par l'assurance maladie, qui s'appelle AmeliBot, qui a été créé en 2019. Et donc là, donc un bot, c'est un programme informatique hein, qui est autonome, qui peut faire différentes tâches qui sont automatisées. Là, c'est pas du tout du traitement automatique en fait de langage naturel dans ce cas-là. C'est il y a un micro qui est ouvert depuis tout à l'heure, c'est un peu. Voilà. Bref. Et donc, du coup, le chatbot d'Amélie, en fait, c'est un chatbot qui va marcher vraiment qui va être calqué sur le fonctionnement d'une foire aux questions. Ça va être un raisonnement par entonnoir. Si vous avez différents types de questions, vous cliquez sur elle va vous donner une réponse un peu plus spécifique, etc. Mais ça ne marche pas du tout avec une intelligence artificielle. Et ça va permettre, en fait, d'éviter, c'est utilisé en administration médicale, parce que ça va permettre d'éviter de propager des informations erronées de santé, avec notamment ce qu'on a pu voir avec ChatGPT, qui a eu des hallucinations. Donc, les hallucinations, c'est précisément lorsque les machines donnent des réponses fausses, erronées sur un sujet donné. Donc, ensuite, en autre outil de facilitation pour le personnel médical et soignant, vous allez avoir donc là des applications qui fonctionnent avec des systèmes d'IA, mais pour autant, elles vont être entraînées avec des données qui ne vont pas du tout être des données qui sortent de nulle part. Ça va être des données donc médicales qui vont être validées, certifiées par le personnel médical et ou soignant. Donc, vous avez notamment Confiance qui a été développé par les hôpitaux universitaires de Genève. Donc là, c'est un chatbot qui a été vraiment pensé pour être à la fois une aide-mémoire pour les médecins et en même temps un relais d'information auprès des patients, parce que c'est une IA qui va en fait être un dictionnaire médical et dont les données en fait viennent de la documentation du service de médecine de premier recours de ces hôpitaux. Donc, ça va vraiment en fait permettre aux patients de faire une espèce de forme de pré-diagnostic entre guillemets par rapport aux différents symptômes qu'il a. Et ensuite, après la consultation, de pouvoir s'informer sur ce qui a été dit lors du diagnostic par le personnel médical. Donc, c'est vraiment voilà, un relais aux médecins. Ensuite, vous avez le dispositif Alridge qui fonctionne par IA générative, pardon. Et là, c'est du traitement automatique dans le langage naturel. Parce qu'en fait, le dispositif, il va être allumé par le médecin au début de la consultation. Et il va capter en fait la voix de la personne, du patient qui va décrire ses différents symptômes, etc. Et ça va lui faire en fait une transcription textuelle directe de ce que le patient va dire. Ça va permettre en fait d'avoir de la documentation automatisée et d'éviter d'avoir un rapport chronophage à l'administratif, ou en tout cas de le diminuer. Ensuite, vous avez aussi Calmedica, donc, qui fonctionne par un algorithme, mais c'est encore un type d'algorithme un peu différent dans le sens où là, ça fonctionne, il fonctionne par arbre de décision. Et de nouveau, donc c'est vraiment pour une volonté de surtout éviter, en fait, d'empêcher des hallucinations, des cas voilà, de fausses réponses, de fausses données, de réponses erronées par la machine. Et donc le fonctionnement il est semblable au chatbot d'Amélie. Donc là, c'est un agent conversationnel de télésurveillance. En fait, le but de Calmedica, c'est vraiment d'éviter, en fait, enfin, d'éviter, en tout cas, d'avoir une réduction de l'ambulatoire. Donc, ça va être du suivi post et préopératoire et du suivi aussi de patients chroniques avec des questionnaires donc, qu'ils vont recevoir et qui seront vérifiés ensuite par le personnel soignant. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce qu'en fait, c'est pas directement dit comme étant de la gérotechnologie. En fait, les patients et patientes chroniques, potentiellement, ça va assez régulièrement être des personnes âgées. Donc, c'est pour ça que voilà, je souhaitais le présenter. Ensuite, vous avez ce robot, alors peut-être que vous le connaissez, c'est le robot Mirokai, il a été un petit peu présenté un peu partout, c'est un peu le robot emblématique à chaque fois qui est un peu présenté actuellement, parce qu'en plus c'est une société française qui l'a faite, c'est Enchanted Tools, donc c'est Jérôme Monceau qui est à la base de ce projet. Il avait aussi créé le robot Nao, que vous devez connaître. Et donc Mirokai, en fait, ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis des différentes captures d'écran du site à côté, c'est que il y a eu toute comment dire, une,
en fait, il y a eu tout un travail de concept art qui a été fait pour faciliter l'acceptation de ce robot. Donc, il y a eu vraiment tout un travail de personnification de ce robot. Donc, ils lui ont donné deux noms, parce qu'en soi, il y a deux personnages, Miroka et Miroki, qui vont être utilisés pour différentes tâches. Et donc, vous avez tout un imaginaire, en fait, qui a été créé autour. Et donc, cet imaginaire, en fait, Simondon, qui est un philosophe des techniques, il parlait de halo symbolique lorsqu'un ensemble d'images existants, indépendamment du sujet dont l'on parle, donc là, c'est le robot, va constituer en fait une coque tout autour sous forme de structure cognitive et affectivo-émotive. En fait, on va plus véritablement parler du robot en tant qu'objet, mais finalement de l'imaginaire qui va être créé tout autour de lui. Et donc, c'est assez intéressant en fait pour voir voilà, quel est le marketing qui va être tout autour en fait pour faire accepter ce type de robot. Et par exemple, le fait de le nommer, c'est pas du tout quelque chose d'anodin et c'est très souvent pour ça que les robots sont nommés avec des prénoms, enfin, sont nommés. C'est pour personnifier en fait et leur donner une identité et du coup, voilà, faire un détachement en fait du fait même que ce soit un robot. Et donc, Miroka, il est assez intéressant parce qu'il est à la fois utilisé par le personnel médical, dans le sens, personnel soignant, pardon, parce qu'il va permettre de faire du port de charge, donc d'éviter les allers-retours constants. Et il a aussi été vraiment spécifiquement développé en gérontechnologie pour être un robot compagnon, en fait, pour les personnes âgées. Donc, en soi, il ne va pas faire grand-chose, mais il va être dans l'espace, il va parler avec la personne, il va être en interaction, en fait, pour rompre l'isolement et le sentiment de solitude. Et donc après, alors je voulais présenter voilà, plus vraiment du côté des patients et des patientes. Déjà, en système d'IA, vous avez deux grands types, en fait, on peut dire. Donc, d'un côté, il y a les dispositifs médicaux et de l'autre côté, les applications en zone grise juridique. Donc, je vais expliquer pourquoi elles le sont. Donc, d'un côté, donc, les dispositifs médicaux, ils sont réglementés enfin, là, j'ai mis différentes réglementations de pays, donc ils peuvent être réglementés par la FDA aux États-Unis comme étant un medical device, enfin, sous le Medical Device Classification au stade européen, comme étant des dispositifs médicaux donc, en France. Et donc là, il y a deux types d'applications que je souhaitais vous présenter. Donc déjà, il y a le chatbot May qui a été développé par l'Université de Kobe. Il est assez intéressant celui-ci en fait. C'est un robot qui a été enfin c'est un agent virtuel en fait auquel la personne va avoir un questionnaire à répondre par jour avec deux, trois questions pour vérifier son état de santé, pour voir voilà comment elle va actuellement, etc. Ensuite, Senior Safety App, c'est une autre typologie d'applications qui sont actuellement faites, où là, par contre, ça va être plutôt des applications pour vérifier que la personne va bien, qu'elle puisse potentiellement appeler les urgences ou en tout cas des proches si elle ne va pas bien pour diverses raisons. Donc, les numéros sont déjà préenregistrés en fait pour lui faciliter les appels. Et ça peut aussi être, par exemple, pour le cas de personnes atteintes de démence et qui se sont retrouvés, qui se sont perdus en fait pour pouvoir potentiellement les géolocaliser s'il s'avère que, voilà, que les personnes sont perdues. Donc, cette typologie de dispositifs qui sont enfin, qui sont réglementés, il n'y a aucun souci là-dessus, ils sont vérifiés par personnel médical et ou soignant. Et de l'autre côté, donc des applications qui vont être par contre en zone grise juridique. Donc là, elles sont pas certifiées par des médecins. Elles sont développées par des entreprises privées, donc c'est des applications que vous allez retrouver par exemple sur le Google Store, qui vont être en libre service, qui vont aussi être dites gratuites, alors qu'en fait, bon, très généralement, vous devez donner des données sensibles, en fait, vous devez vous inscrire, donner votre adresse email, date de naissance, nom, prénom, etc., etc. Et surtout, ce qui est important en fait, à retenir, c'est que finalement, c'est des applications qui vont à chaque fois se revendiquer en tant qu'application de bien-être pour réussir à passer entre les mailles juridiques. Et elles ne vont pas se revendiquer comme étant médicales. Donc là, je vous ai donné deux exemples. Donc, entraînement senior, enfin, ça s'appelle Senior Fit. C'est du yoga sur chaise pour personnes âgées. Et c'est assez étonnant parce que quand on regarde donc, la présentation de cette application, donc les personnes qui l'ont développée précisent bien donc, elle a été développée à des fins informatives uniquement et que vous devez toujours consulter donc, votre médecin avant de commencer un nouveau programme de fitness. Donc, c'est toujours ce qui va leur permettre d'échapper en fait un peu au côté juridique, côté médical et de ne pas tomber dans un dispositif médical et de continuer à ne pas avoir finalement demandé de certification.
Et donc là, l'autre chatbot que je vous présente, AI Senior, c'est le même problème en fait. Et il le précise de nouveau, donc il convient de noter que ça ne se substitue pas à une aide médicale ou professionnelle et qu'elle doit être utilisée principalement à des fins de communication récréative. Donc là, c'est juste une application en fait pour discuter avec un chatbot. Et donc de nouveau, on se retrouve en fait avec un marketing qui va revendiquer le fait que c'est une application de bien-être, alors que précisément, c'est des applications qui peuvent rentrer finalement dans le parcours de soins. Donc c'est toujours une espèce d'entre-deux très assez étrange en fait. Donc voilà pour les systèmes, à peu près pour une typologie des systèmes d'IA. Ensuite, donc c'est pour les robots. Alors il y a différents types de robots. Donc il y a les robots d'assistance, il y a les robots compagnons, donc, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le schéma, et les robots de rééducation. Donc les robots de rééducation, ça va pas être des robots sociaux, c'est vraiment voilà, des robots faits pour rééducation physique. Et ensuite, de l'autre côté, donc les robots sociaux d'assistance, ça va être des robots qui vont être utilisés, par exemple, enfin, ça va être des robots déjà animaloïdes et humanoïdes qui vont avoir les deux formes et qui vont être mis en interaction avec la personne âgée. Donc, ça peut être pour rompre l'isolement, ça peut être pour faire baisser le stress, l'anxiété, notamment avec Paro, par exemple, beaucoup de papiers en fait ont montré que le fait d'être en contact avec lui permettait de baisser le taux de stress des personnes. Ça peut être aussi faire de l'exercice physique. Là, c'est pour ça que je vous ai mis une photo avec le robot Nao d'Alderban. En fait, là, on le voit en train de faire un petit geste et souvent, il permet aux gens justement d'avoir envie de mobilité. Il y a aussi des modules qui lui permettent de faire des exercices physiques aux personnes, en fait, sous un mode vraiment très ludique. Donc, c'est pour ça voilà, il a été intégré dans certaines institutions médicalisées comme les EHPAD. Et c'est aussi des robots qui sont potentiellement, qui peuvent répondre aux besoins de maladies spécifiques aussi, comme Paro, de nouveau. Il peut répondre, par exemple, il avait été intégré dans des EHPAD pour voir s'il pouvait aider spécifiquement par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et il avait des résultats comme une réduction du sentiment de solitude. Par exemple, les personnes communiquaient beaucoup plus, socialisaient beaucoup plus. Donc voilà, il y a eu enfin, il y a eu plusieurs papiers sur le sujet. Et donc ensuite, en tout dernier robot que je pense que vous devez connaître et qu'on vient de voir là sur le schéma auparavant, c'est les robots de téléprésence. Donc ça, c'est des robots qu'on va retrouver beaucoup plus en domotique. En fait, ils vont permettre donc, de mettre en relation des personnes qui sont à distance par visioconférence. Et donc, ils peuvent être utilisés pour plusieurs éléments. Ça peut être faire des exercices de sport à distance, de nouveau. Ça peut être créer des liens sociaux ou encore vérifier l'état de santé en vérifiant au niveau de la vidéo, enfin en voyant un petit peu voilà, comment la personne, comment elle communique, etc. Donc, ça peut pour diverses raisons. Et donc voilà, donc certains de ces robots en fait et systèmes d'IA, ils vont ensuite se retrouver en domotique, où l'objectif, ça va être de créer un habitat intelligent qui va permettre d'aider au quotidien la personne qui souhaite vieillir chez elle. Donc, plusieurs éléments pourront être pensés. Donc, par exemple, la rupture de l'isolement avec les robots sociaux qu'on a pu voir, la continuité de la santé physique, donc avec les robots de téléprésence que je viens de vous présenter, ou encore l'autosurveillance de son état de santé, pareil, avec les différents dispositifs en système d'IA qu'on a pu voir auparavant. En fait, ce qui est intéressant de souligner, c'est que justement, l'une des raisons pour laquelle ce type de technologie inquiète autant, c'est leur intégration dans l'intimité des personnes. Là, on voit bien que les différents robots que l'on a pu voir, en fait, des robots et des systèmes d'IA qui vont vraiment être au contact des personnes qui vont vraiment être dans leur sphère de vulnérabilité, on peut dire. Donc, pour penser cette insertion de la gérotechnologie, il y a plusieurs travaux universitaires qui peuvent être mobilisés. Donc, notamment, il y a le philosophe Verbeek, par exemple, qui a théorisé ce qu'on appelle l'environnement intelligent, donc, où les technologies elles vont se fondre, être caractérisées par leur interactivité donc avec l'être humain et leur invisibilité totale ou partielle dans l'environnement. Donc, cette invisibilisation, après, c'est déjà le cas pour beaucoup d'appareils techniques utilisés au quotidien. Il y a énormément d'appareils qu'on utilise sans véritablement se poser en fait la question du fait qu'ils soient même là en fait dans l'espace, comme je sais pas le grille-pain, la télé, ce genre de l'imprimante aussi. Enfin voilà, ce genre d'outils qu'on utilise très régulièrement. Mais contrairement aux objets, néanmoins, donc contrairement voilà à ces objets, il n'a pas encore été observé une assimilation pleine et entière des robots technologiques et en général des robots et des systèmes d'IA
considérés qui constituent en fait la haute technologie. Et cela, malgré le fait que le rapport à la technologie ne soit pas du tout nouveau, hein, mais il perpétue, comme vous l'avez présenté, Fabienne, dans un article sur le néo-animisme technologique, donc une longue histoire civilisationnelle de dépendance à la technique. Donc, ce qui semble alors important et ce qui est toujours en mesure d'être fait pour cette assimilation, et notamment de co-construire ces technologies en intégrant les personnes qui vont en être directement impactées. Donc, c'est pour ça que je cède maintenant la parole à Fabienne Martin-Juchat, qui va vous présenter différents exemples de ce type de modèle. Juste avant, on va peut-être vous remercier beaucoup, Léa, parce que vous avez fait ce qu'on vous a demandé et de manière, à mon avis, très brillante et très claire. C'est d'ailleurs de faire un peu le panel de tout ce qu'on appelle robot. Et je pense qu'effectivement, pour ceux qui, comme moi, sont pas dans le quotidien de ces affaires, c'était très informatif. Et puis, je pense qu'effectivement, ça peut poser pas mal de questions. Alors après, si jamais il y a une question technique avant qu'on attaque peut-être une question ou deux avant qu'on attaque l'autre intervention sur des choses qui auraient juste besoin d'être précisées sans qu'on rentre dans le débat. Hein. Mais s'il y a des questions un peu pour éclaircir, ce qui était très clair du côté de l'exposé de Léa, s'il y a des questions que, a priori, Jean-Étienne Bazin qui est... je te laisse te présenter, Jean-Étienne. Bonjour, Jean-Étienne à Clermont-Ferrand. Je voulais juste poser une question à Léa et la remercier pour son exposé extrêmement très clair. Toutes les études que vous nous avez présentées... Le son est très mauvais. Toutes les études que vous nous avez présentées sont robots comparés à rien ou robots comparés à humains? C'est-à-dire, comment ça, robot Par exemple, est-ce que quand vous nous dites un robot a montré son intérêt pour les personnes âgées, un robot conversationnel ou etc., c'est par rapport à on a mis le robot et puis en face il y avait rien, c'est-à-dire que les personnes âgées étaient toutes seules dans leur chambre, ou est-ce que on a étudié des humains extrêmement humains, bienveillants vis-à-vis des personnes âgées par rapport à un robot? Ah non, c'est toujours à chaque fois encadré, en fait. C'est jamais les personnes qui sont laissées en totale autonomie et elles qui vont faire un retour d'elles-mêmes. Il y a toujours les deux. C'est à chaque fois, il y a une observation qui va être faite par personnel médical soignant. Enfin, les robots sont jamais laissés en totale autonomie avec les personnes. En fait, il y a toujours une personne observatrice ou plusieurs Oui, d'accord, personnes mais observatrices quel est qui le vont... groupe comparatif? Vous voulez dire s'il y a eu Parce que enfin, des personnes tests mon sentiment, c'est qu'un robot ne fera jamais aussi bien qu'un être humain. Peut remplacer éventuellement, mais c'est dommage de remplacer un être humain par une machine. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a eu des comparaisons entre un accompagnant permanent vis-à-vis d'une personne âgée par rapport à un robot permanent vis-à-vis d'une personne âgée? Alors souvent, justement, la question ne se pose pas tout à fait comme ça. C'est plutôt le robot est intégré dans l'espace pour voir ce qu'il pourrait ajouter de plus. C'est pas nécessairement en fait un rapport de remplacement qui est pensé. D'accord, ok. C'est plutôt un rapport De complément. de complément, de Voilà, ramener ok. quelque chose d'assistance en fait. Ok, d'accord, merci beaucoup. On a vu avec Jean-Étienne que le débat pouvait commencer à être lancé. Mais effectivement, c'est la question, c'est quand il n'y a pas d'humain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. Eric, si tu vois, non. Peut-être que, encore une fois, merci beaucoup, Léa. Et on peut passer à la suite de l'exposé avec Madame Martin-Juchat. Oui, merci. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais parler au nom d'un collectif, puisque ce que je vais vous présenter, c'est le fruit de nos travaux menés dans le cadre de la chaire éthique EIA et également dans plusieurs projets que j'ai coportés, des projets qui visent à questionner justement l'usage de technologies dans des situations de soins et de télésoins. Donc, dans l'équipe projet, on avait des collègues issus de différentes disciplines. D'ailleurs,
les travaux que je vous présente sont aussi le fruit de ces coopérations donc avec des psychologues. La philosophie, bien évidemment, avec Thierry Minissier et à présent Léa Chauvière, et puis également Ambre Davac, qui je crois est dans la salle, qui avait une formation au départ en informatique, formée ensuite en philosophie et en sciences de l'information et de la communication, et qui nous a accompagnés pendant plusieurs années. Et donc, ça fait bien 5 ans de travail, et on a pas mal publié sur nos travaux, et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, par rapport à ce qu'a présenté Léa, qui était très exhaustif, la question, c'est comment travailler sur ce constat de déploiement, de développement de nombreux dispositifs technologiques, dont certains sont déjà bien insérés dans la population, au sein des établissements de santé, auprès des malades et des patients. Comment travailler justement pour éviter d'être dans une sorte de réductionnisme un peu classique du type le grand remplacement. C'était un peu la question que monsieur a posée, parce qu'en effet, je crois que nous, notre manière de penser les choses, c'est pas de raisonner en termes de remplacement ou que l'humain serait mieux que la technologie. C'est plutôt de constater que de toute manière, la technologie, elle est excessivement présente. Elle est totalement intégrée au plus près de tous les citoyens, et encore plus quand ces citoyens et ces citoyennes sont malades. Donc nous, notre intérêt, c'est vraiment, c'est ce qu'a dit Léa en introduction, c'est comment faire en sorte que ces technologies puissent être adaptées aux besoins des plus vulnérables, et en particulier les personnes malades ou les personnes âgées. Et notre proposition, c'est ce que nous, on va parler de construction, de co-conception, qui relève justement d'une approche d'éthique appliquée. Alors, pourquoi c'est urgent de concevoir, en fait, avec les acteurs, les technologies, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut quand même globalement constater que la plupart des applications qui sont développées sont prédéterminées par une élite, et que cette élite conçoit les besoins pour d'autres personnes. C'est ce que nous, on appelle un terme qui est devenu un peu classique, qui est le technodéterminisme, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui détermine ce que vont être les usages des outils pour les autres. Et c'est vrai que ce genre de paradigme est le paradigme le plus dominant, le plus enseigné dans les écoles d'ingénieurs, d'informatique, de tous ceux qui ont eu des formations technoscientifiques. Et on voit bien que ce paradigme technodéterminisme, il est problématique quand il s'agit de dispositifs technologiques dans lesquels, évidemment, on n'est pas simplement dans une relation d'instrumentalisation ou d'instrumentation, mais également... Ah oui, excusez-moi, il faut que je change d'écran parce que je regarde mon ordi, mais l'autre ordi, il est là. Voilà, c'est parce qu'on a, en fait, on a 3 écrans, donc c'est pas... En fait, j'aurais dû l'amener vers moi, celui-là. Donc, il faut que je change d'écran, en effet. Merci Thierry. Donc, changer de... Alors, je m'excuse, du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Les écoles d'ingénieurs. Ah oui, la manière dont... Voilà, c'est ça, la manière dont les jeunes sont formés, et le paradigme dominant, c'est ce technodéterminisme. Et le paradigme du co-design, que nous, on appelle ça de l'éthique appliquée, c'est de co-concevoir avec pas simplement les usagers finaux, que sont les patients ou les personnes âgées, mais également toute la chaîne des acteurs, à savoir les parties prenantes. Et c'est facile comme ça à dire, mais ce n'est pas si simple que ça à opérer sur le terrain. Tu peux tourner, Léa, voilà. Et ça, justement, ça, c'est le travail de coopération avec les psychologues, parce que évidemment, travailler au plus près des besoins des personnes âgées, eh bien, ça dépend à quel moment nous, on peut intégrer les projets. Donc là, il y a un très bon travail qui a été encadré par Aurélie Gaucher. Donc, c'est une thèse en psychologie cognitive qui nous a beaucoup aidé dans nos projets. Parce que, évidemment, l'idéal, c'est d'intervenir très, très tôt au moment avant même la conception des technologies. C'est le cas d'ailleurs, actuellement, je porte un projet qui s'appelle My Health Companion, et on essaye
d'aller chercher les innovations technologiques pour des personnes vulnérables, des patients et des personnes âgées, mais vraiment quand on est encore aux essais cliniques et les technologies ne sont pas du tout encore mises sous le marché, parce que l'intérêt, on peut vraiment travailler très très en amont sur ce qu'on appelle les représentations et évidemment sur cette question de la robotique pour les personnes âgées ou la robotique ou tout ce qui est IA intégré dans des technologies. Il y a énormément de fantasmes, de représentations. Donc là, j'ai choisi la version plutôt euphorique, d'une sorte de bienveillance des machines, mais on a évidemment la version dysphorique de maltraitance machinique ou d'instrumentalisation des humains par les machines, ou encore une fois, la question du grand remplacement. Donc, pour éviter ces scénarios qui sont finalement un peu productifs, c'est comment travailler pour justement dépasser le deuxième stade du développement de la technologie, qui est la question de commencer à réfléchir aux usages avant même que la technologie se soit déployée dans des établissements de santé ou auprès de la population. C'est ce qu'on appelle l'acceptabilité. Et c'est ce qu'on reproche un peu à certaines études, que ce soit en sociologie, en sciences de gestion ou même des fois en psychologie, c'est de se contenter de tester les intentions d'usage pour voir si globalement la technologie sera acceptable avant même que cette technologie soit développée. Et c'est vraiment intéressant d'observer, et ça c'est un vrai travail sur le terrain avec les acteurs. Notre difficulté, c'est de faire comprendre en fait aux parties prenantes que l'intention d'usage ne sera pas l'usage réel, et que voire même, c'est tout aussi la richesse de l'humain, un usage se développe dans la société à partir du moment où il y a du détournement, de l'appropriation, de la transformation, d'où l'enjeu d'ailleurs dans les processus de co-conception de faciliter ces possibilités de transformation pour justement que la technologie puisse s'adapter aux caractéristiques de son usager en termes d'ergonomie, voire même de design. Mais malheureusement, la plupart des dispositifs, des outils numériques qu'on rencontre même auprès des personnes âgées sont des outils qui ont été prédéterminés, prédesignés et peu comment dire, adaptés à la population, que ce soit les mondes connectés, tu parlais des outils justement pour aider des personnes Alzheimer à s'orienter. Donc, il y a énormément de travail. C'est pour ça qu'on parle de co-design, parce que c'est aussi designer la technologie ou le dispositif numérique pour qu'il soit réellement accessible à différents types de populations. Et là, on peut aussi intégrer les différences culturelles, les différences de littératie, les différences d'habilité avec la technologie. Et puis enfin, le dernier stade, c'est quand la technologie est déjà intégrée, et on peut observer des usages totalement diffusés dans la société. Et là, on voit bien que par moments, c'est ce qu'a dit Léa, peut-être que Thierry pourra revenir sur ce point, c'est que des acteurs arrivent à directement, comment dire, c'est ce que nous on appelle du techno-push, lancer dans la société des technologies qui s'intègrent très 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 vite. C'est le cas par exemple de GPT qui est déjà utilisé comme psychologue, médecin d'urgence ou psychanalyste, alors que je ne pense pas que le ministère de la Santé publique a été partie prenante du déploiement d'un outil qui peut facilement se substituer à un psychiatre à domicile. Donc là, c'est aussi la difficulté quand on travaille sur ce genre d'approche, c'est que des fois, malheureusement ou pas, je ne sais pas, Thierry a écrit là-dessus, sur l'innovation, eh bien, le privé va beaucoup plus vite que le public et déploie des technologies qui font office d'acteurs compagnons de soins. Merci Léa, tu peux continuer. Vas-y, mets totalement le schéma. Donc ça, on a mis un certain nombre d'années à le développer. Donc vous retrouverez les résultats de nos travaux dans un article qu'on a publié en 2024 avec Andava, Thierry Minissier et moi-même.
où vraiment on a développé ce qu'on appelle l'éthique par le co-design. Et donc, comment se présente ce modèle? Donc, nous, c'est notre manière de travailler. C'est déjà de choisir, évidemment, le dispositif technique ou technologique qui est en jeu. Et après, l'enjeu de la démarche, c'est... ah, c'est pas vrai, attention, je laisse terminer ça. Je le mets ailleurs. Allez, ça va pas du tout. Ok, merci. L'enjeu de la démarche, c'est de rassembler les acteurs, les parties prenantes, pour comprendre la manière dont ils évaluent le système technique et surtout la manière dont ils considèrent que le système technique va apporter de la valeur ajoutée. Et c'est là que commence le travail éthique, c'est d'arriver, et ça c'est un travail de terrain qui n'est pas si simple que ça, parce que que ce soit les soignants, les ingénieurs, les médecins ou même les personnes vulnérables comme les patients ou les personnes âgées, ne disent pas naturellement quelles sont les valeurs ajoutées qu'ils attendent d'un dispositif technique. Et nous, tout notre travail au niveau via des focus group, via des réunions, via des entretiens, c'est de comprendre comment les acteurs, quelles sont les valeurs qu'ils associent à la technologie, pour ensuite repérer les dilemmes, les conflits de valeurs, de discuter entre les acteurs comment hiérarchiser et prioriser les valeurs. Et c'est là que commence le travail éthique. Et la grande difficulté, évidemment, c'est quand on est face à des paradoxes ou à des contradictions éthiques, puisqu'il va falloir faire des choix. Alors, évidemment, ça c'est un modèle idéal, parce que la réalité, c'est que ces processus ce processus de co-conception où on va dialoguer avec différents types d'acteurs pour comprendre quelles sont leurs priorités en termes de système de valeurs. C'est beaucoup de réunions, c'est chronophage. Donc nous, notre rôle aussi, c'est de modéliser pour les acteurs justement comment se met en scène les différents types de valeurs et où se situent les contradictions entre les systèmes de valeurs des parties prenantes. Et ça, c'est vraiment cette idée de éthique par le co-design, de trouver un consensus éthique ou un consensus malgré cette variété des manières de projeter de la valeur ajoutée dans la technologie pour définir des priorités. Donc ça, je vous renvoie à des articles qu'on a publiés, parce que vraiment, en travaillant comme ça, on repère en particulier des fois des alliances pas nécessairement prévisibles entre les acteurs. C'est-à-dire que nous, sur un projet récent, finalement, il y avait un consensus en termes de valeurs et de priorité de valeurs entre les patients et les assureurs. Alors qu'au début, on pourrait penser que ceux qui assurent tout ce qui est assurance dans le cadre d'opérations ne sont pas nécessairement du côté des patients. L'autre difficulté, évidemment, c'est qu'on est systématiquement dans des cultures embarquées. Et la grande difficulté, c'est comment arriver à trouver un usage universel ou s'entendre sur des valeurs universelles quand chaque système d'acteurs est embarqué dans ces univers de référence qui, par définition, l'acteur estime que son univers référentiel et son système de valeurs est le meilleur. D'où la nécessité à éduquer à la tolérance pour accepter que les autres n'aient pas la même manière de hiérarchiser les valeurs. Léa, tu peux tourner? Vas-y, mets-le complètement. Donc, l'éthique par le co-design ou UX. Alors, c'était éthique par l'implication de l'utilisateur, UX, c'est l'expérience utilisateur, et éthique du numérique, qui est de plus en plus dans lequel il y a de l'IA qui est embarquée. Et c'est vraiment important pour nous de distinguer l'acceptabilité, on l'a vu tout à l'heure, qui est vraiment de prédéterminer
les usages pour autrui, en plus en faisant des tests uniquement d'intention d'usage, sans réellement vérifier si les usages seront intégrés et répondront aux besoins. Et nous, on développe une perspective dite de l'appropriation. Et l'appropriation, c'est d'arriver à mettre en dialogue toute la chaîne des parties prenantes, les concepteurs, les professionnels, les usagers ici, les personnes âgées. D'ailleurs, peut-être j'anticipe une question, c'est comment évidemment faire intervenir des personnes âgées. Des fois, c'est compliqué. Donc, on utilise, nous, ce qu'on appelle des experts, des patients experts, des patients collaborateurs. Et même si les patients collaborateurs sont toujours, entre guillemets, une élite, ils sont toujours de toute manière plus à même d'expliquer les besoins de leur communauté que nous. Donc, il y a tout un travail en anthropologie pour arriver à faire parler ceux qui ne sont pas capables de parler, avec des techniques que moi je revendique qui sont les récits d'affect, en travaillant sur des modalités de récolte de besoins, pas simplement avec du langage verbal, mais avec d'autres techniques pour faire émerger justement les systèmes de valeurs et les priorités des acteurs, même s'ils ne sont pas capables de le dire avec des mots. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre approche, elle est maximaliste, parce que c'est ambitieux de faire travailler des parties prenantes, différents types d'acteurs et de les mettre autour de la table. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des acteurs privés se contentent de faire du technodéterminisme et de l'acceptabilité, parce que c'est beaucoup moins financièrement coûteux. Mais nous, on estime qu'on est service public, donc on essaye quand même de développer des technologies où on peut faire justement ce travail-là. Ce qui est aussi compliqué, c'est quand on est face à des vrais conflits de valeurs. Là où on le voit bien, nous, je suis dans le laboratoire d'excellence dispositifs médicaux, et on se rend compte qu'on a des zones où il y a des vrais paradoxes ou des vraies tensions en termes de valeurs, entre autres, par exemple, sur la question de l'expérimentation animale, qui est vraiment un gros problème aujourd'hui sur le développement des technologies dans le domaine médical. Et puis également, un dernier point, donc c'est un des auteurs qui nous inspire beaucoup, c'est Max Weber, qui a beaucoup travaillé avec John Dewey sur cette question des valeurs, qui est que derrière ces valeurs, c'est la guerre entre des religions, des manières de voir le monde, et pas simplement la religion au sens classique du terme, mais des religions en tant que paradigme épistémologique et rapport au monde. La dernière slide, alors ça, c'est un travail qu'on a mené grâce à une collègue qui est au Canada, Sylvie Grosjean. On essaye de mettre en œuvre ce modèle-là sur différents types d'évaluation de dispositifs. Là, on espère publier un article avec Andava. C'est un modèle très, très opérationnel qui s'appelle les data valence. C'est directement pouvoir juger, évaluer une technologie sur sa plus-value en termes de valeur. Et son modèle est peut-être simpliste, mais finalement fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que quand on prend n'importe quel compagnon, un compagnon intelligent, c'est de dire quelle est sa plus-value. Et ils ont catégorisé 6 plus-values. La question de la clarté, parce que rien qu'en regardant cette grille, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ne sont pas à la hauteur. Les données parlent d'elles-mêmes. On observe que la plupart du temps, les données sont imbitables dans les dispositifs qui nous sont délivrés en termes d'ergonomie d'interface. Les données sont-elles activatrices et puis changer le comportement, sont-elles vertueuses dans notre capacité c'est la question de l'encapacitation, c'est-à-dire le dispositif technologique
encapacite-t-il l'humain et lui permet-il d'avoir un comportement pertinent, hein, ça c'est important pour les personnes âgées. Le dispositif, ça c'est pour peut-être aussi répondre à monsieur qui avait posé une question à Léa. Le dispositif amène-t-il justement des relations entre humains? Crée-t-il la possibilité d'avoir des discussions? Permet-il aux humains justement d'entrer en dialogue à travers la technologie? Les données sont-elles transparentes? Donc ça c'est la question de tout ce qui est RGPD, hein, la question de la maîtrise des données, hein, éviter les fuites de données, hein, et savoir où sont les données, comment sont traitées les données. Les données sont-elles fiables, de qualité, hein, et ça peut-être, tu en reparleras peut-être, Thierry, c'est la difficulté aussi de tous les dispositifs dits de santé, mais qui ne sont pas totalement fiables, hein, les montres qui permettent de mesurer la tension et également le rythme cardiaque. Et puis, les données sont-elles capables aussi d'être, ça je trouve ça intéressant, de nourrir l'imaginaire en fait de l'usager? Est-ce que les données lui permettent de rentrer dans un dialogue qui lui permettent d'apprendre de lui-même, hein, alors ça, c'est vraiment intéressant parce que on a, nous, travaillé beaucoup avec des outils d'accompagnement de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Et c'est vrai que la facilité, ce serait de dire d'être accompagné par un dispositif qui mesure vos taux divers et variés, c'est plutôt aliénant. Et en fait, on se rend compte que si c'est bien intégré, au contraire, c'est l'occasion de se réapproprier sa maladie, de maîtriser ses symptômes, de mieux comprendre les périodes de crise, et donc d'être dans un rapport réflexif par rapport à sa vulnérabilité. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. C'était pour vous montrer rapidement comment nous, on travaille, comment on a travaillé, et si vous voulez en savoir plus, vous pourrez retrouver facilement nos publications sur Internet. Merci beaucoup, Fabienne. Là encore, si avant qu'il y ait un débat, si dans l'assistance, il y a quelques questions, on va dire sur l'exposé, questions éventuellement un peu plus techniques ou déjà engagées. Moi, j'ai juste parce que ce que vous appelez le éthique par le co-design, c'est un versant de plus que ce que j'ai lu plus ou moins dans la littérature sur éthique by design, c'est-à-dire que vous allez plus loin ou c'est simplement… Oui, merci pour cette question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme design est un terme polysémique. C'est la difficulté. Donc, soit on est dans une logique pure de traduction français-anglais, donc design égale conception. C'est éthique de la conception. Et après, dans l'éthique de la conception, il peut y avoir en effet la question de la co-conception. Donc, il y a en effet, Thierry, tu en parleras tout à l'heure, tous les enjeux de conception en tant que tels, entre autres sur la conception des systèmes d'IA, il y a des enjeux d'éthique. Tu reviendras peut-être là-dessus. Et puis après, de mettre le co. Donc, des fois, on parle de co-construction, de co-conception et de co-design. Et c'est vrai que, d'où l'idée d'éthique maximaliste, finalement, s'il fallait faire de la co à tous les niveaux, ça ne serait pas gérable, les projets. Donc, la question, c'est à quel moment on peut réellement faire du co-design ou de la co-conception ou de la co-construction. Et après, le terme de co-design, c'est simplement pour insister sur la nécessité de faire dialoguer l'ensemble des parties prenantes, ce qui n'est pas nécessairement présent dans l'éthique de la conception,
voire même des fois dans l'éthique de la conception, c'est uniquement une communauté, prenons le cas de l'IA, qui elle-même décide de l'éthique, en fait, de la conception de dispositifs technologiques. Hein. Et peut-être aussi, parce que je ne vois pas forcément de questions, mais juste pour donner un exemple, parce que ça fait, j'imagine, avec pas mal de temps que vous avez travaillé là-dessus, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un peu plus concret qui est arrivé de co-conception ou avec quels participants vous avez travaillé, les concepteurs, les patients, vous, pour arriver à éventuellement entre guillemets un produit qui est actuellement testé ou qui est sur le marché ou qui est juste parce que moi je connais pas bien les choses. Comment j'imagine que vous avez fait plusieurs projets, mais est-ce qu'il y a des projets, si vous voulez, qui ont déjà été suffisamment matures pour autour de cette co-conception, hein, vous voyez ce que je veux dire avec vous avez parlé tout à l'heure de patients experts sur quelle maladie éventuellement ou quel outil, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Alors, on a été très investi, comme je l'ai dit, malheureusement, la co-conception, la co-construction, c'est super lourd. Et on a été très investi dans un projet, c'était un implant cardiaque pour l'insuffisance cardiaque. C'était, vous savez, un implant de détection de l'insuffisance cardiaque. Et l'enjeu, là, c'était un implant intragastrique. Avec le professeur. Alors, d'accord. Et là, on devait, alors c'est pas nous qui avions designé l'implant, évidemment, mais par contre, nous, on était chargés de toute l'information, la communication et le design de l'application de suivi de l'implant. Hein, donc, il y avait non seulement une co-construction avec plusieurs types d'acteurs et de parties prenantes qui n'étaient pas simplement français. Hein, donc, il y a aussi, quand je parle de culture, de faire dialoguer les cultures, c'est la co-conception. Là, c'était avec un consortium franco-allemand, avec des acteurs privés et publics. Donc, l'enjeu de la co-conception, là, il est aussi clair sur des enjeux même de communautés qui ne parlent pas nécessairement la même langue. Enfin, bon, Et après, sur la partie, l'intérêt de ce projet-là, le travail de co-conception, ce qui nous a vraiment, nous, passionnés, c'est que c'est pour ça que je parlais de changement de directive. À un moment donné, ils ont abandonné l'implant intragastrique parce que c'était une procédure beaucoup trop risquée en termes d'opération. Et on est passé à un implant sous-cutané au niveau du torse. Mais là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'au moment où on est passé sur du sous-cutané, les cardiologues se sont désinvestis. Parce qu'en fait, en recherche purement médicale, l'implant sous-cutané était beaucoup moins intéressant que ce qu'on pouvait capter comme données cardiaques en intra-estomacal. Donc, c'est intéressant parce que les besoins, là, pour le coup, des cardiologues, en termes de plus de recherche relatifs à l'implant cardiaque, étaient totalement pertinents quand on était sur de intragastrique. Par contre, les besoins des patients, évidemment, les patients, eux, ils préféraient une opération soft avec un implant sous-cutané qu'une implantation lourde dans un estomac. Donc, et là, finalement, c'est l'alliance entre des intérêts de patients et des intérêts de moins de risques de procédure qui ont fait qu'on est passé sur un implant sous-cutané, alors que les cardiologues, eux, ils perdaient évidemment de la valeur pour eux en termes de besoins, pour eux, en termes de métier. Et après, on a travaillé avec des personnes insuffisantes cardiaques. On a créé tout un consortium de patients pour co-designer l'application numérique de suivi pour comprendre leurs besoins. Et puis également, on avait l'ambition de rédiger aussi tout le site d'information, d'explication, même d'éducation thérapeutique en lien avec l'insuffisance cardiaque. Donc, il y a eu plusieurs niveaux en fait de co-conception. D'un côté, avec toute la chaîne des parties prenantes, et après, plus spécifiquement avec les patients, et ça dialoguait en même temps. Hein. Et nous, on était ce que je joue souvent le rôle, les SHS, de traducteurs.
Nous, en sciences humaines et sociales, moi, j'ai l'impression d'être un modélisateur, un traducteur, un reformulateur. Mais justement, ce qui m'intéressait aussi, qui est un peu hors sujet, mais bon, je résiste pas. Vous avez parlé des choses où vous récoltez les besoins chez les gens qui parlent pas. Vous avez parlé de techniques, justement, pour que les gens qui parlent pas ou pas bien puissent exprimer leurs priorités, leurs valeurs. Vous pouvez développer un peu comment vous Alors, faites? oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est pour cette raison. D'ailleurs, je vais à Ottawa. Là, je pars au Canada. Je suis invitée. J'ai une chaire à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Je suis invitée pour ça, puisque à Ottawa, la collègue avec qui je travaille, leur problématique, c'est d'être au plus près des communautés. Hein. Ils ont des communautés vraiment éloignées, avec des problématiques de variété culturelle. Donc, j'y vais pour ça, parce que j'ai développé une technique qui s'appelle les récits d'affect. Et donc, en fait, je ne sais pas si je réponds quand même à la question. Oui, parce que je ne veux pas non plus. Donc, en fait, ça renvoie aux travaux de Max Weber et de John Dewey, c'est-à-dire l'émotion permet de comprendre la hiérarchisation des priorités. Donc, d'entrer par les émotions est une technique qui permet de révéler les systèmes de valeurs. Et n'importe qui est capable de dire émotionnellement ce qu'il ressent par rapport à une situation. Donc, c'est une stratégie méthodologique pour faire émerger l'évaluation. Et après, le travail en fait de l'anthropologue, c'est de traduire ça en système de valeurs. Et après, la technique pour pouvoir faire raconter quelqu'un et son histoire émotionnelle, alors ça peut être avec des photos, ça peut être de lui demander de nous présenter son environnement, ses objets du quotidien. Là, j'ai travaillé sur la dermatite atopique sévère. Et donc, on demandait aux patients de venir avec leur pharmacie, leur crème. Ils devaient nous parler de leur environnement. Et en les faisant parler de leur environnement et en leur demandant de qualifier émotionnellement leur environnement, la balance pour les insuffisants cardiaques, la piqûre, des photos, on arrive à leur faire exprimer leur ressenti. Et à partir de cette expression du ressenti, on arrive à hiérarchiser leur système de valeurs. Mais il y a un travail de traduction. Ok. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou avant qu'on passe à une tentative peut-être de synthèse ou des compléments après l'anthropologie et la philosophie? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Alors, tu vois des choses, Eric, ou pas? Non, je ne crois pas. Alors, Hein. pour l'instant, non, et non plus dans le chat. Alors, ça Ouais, me permet de beaucoup de relancer l'idée du chat. N'hésitez pas. Mais bon, il y aura le temps après la dernière intervention. D'affect pour le chat, là, parce que ça ne marche pas. Ok. Non. Oui. Pas de commentaires particuliers. Bien, on va peut-être continuer avec toi, Thierry, Oui. alors, je ne sais pas si tu voulais faire plutôt une synthèse ou si tu voulais développer des choses un peu plus Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Hein. Beaucoup de choses ont été dites par mes collègues. Hein. Merci beaucoup, Léa et Fabienne. Juste peut-être quelques points. Il a été souligné tout à l'heure la tension structurelle entre les entreprises, l'industrie qui vise donc à toute façon, dans une certaine mesure, développer une production industrielle et placer des produits via des services. Et puis d'autre part, le travail de la recherche publique, le travail des institutions et aussi là-dedans, le travail social, le travail des soignants. Donc, en fait, bien entendu, le point de connexion, il s'opère souvent par le biais des procédures de certification. Ces procédures de certification sont tout à fait importantes. J'ai l'impression que ce qui a été présenté, notre équipe, hein, on essaie d'apporter autre chose, un complément, qui est de repenser en effet la chaîne de valeur et de sens, ce qui permet donc d'espérer un dialogue qui ne se fait pas toujours. Du fait que les intérêts ne sont pas convergents. Ils ne sont pas non plus strictement divergents, mais disons qu'il n'y a pas de collaboration où les intérêts peuvent se nouer entre roboticiens,
industriels, ce qu'on appelle génériquement, faute de mieux, en anglais, faute d'expression française, les social scientists, donc l'ensemble des sciences humaines et sociales, anthropologie, sciences de l'information et de la communication, philosophie, donc sociologie, il y a d'autres disciplines qui peuvent rentrer, soignants, médecins et évidemment patients et familles des patients. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est véritablement, comme mes collègues ont bien souligné, c'est penser sous le nom de co-design, de conception participative, des choses qui n'existent pas toujours, notamment en introduisant là-dedans, outre la méthode très très originale des récits d'affect, par exemple, des ateliers éthiques. Alors c'est le deuxième point, ou troisième point, si le deuxième point, vous venez de l'entendre. Le troisième point, c'est de dire il a été question de minimalisme et de maximalisme éthique. Alors cette notion de minimalisme et de maximalisme, il faut l'expliquer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent. En fait, moi, j'avance l'idée que la distinction proposée par un collègue qu'on appréciait beaucoup, aujourd'hui disparu, Revène-Augien, doit être retravaillée. Revène-Augien proposait de lire toute la philosophie éthique, notamment éthique appliquée, moderne, à travers cette tension entre minimalisme et maximalisme. Pour lui, seule la perspective minimaliste valait, qui était une perspective utilitariste, basée sur la recherche ou même la conquête par les individus de leurs justes intérêts. Et l'éthique pouvait se limiter à cela. La société démocratique, donc, reposait sur l'utilité du plus grand nombre de chacun pour le plus grand nombre, pour l'intérêt du plus grand nombre. Alors en fait, Ruben avait tendance, je l'ai bien connu, alors je me permets de l'appeler par son prénom, à considérer comme maximaliste, c'est le terme qu'il utilise dans ses ouvrages, dans ses articles, des auteurs qui ne se considéraient pas du tout comme maximalistes. Par exemple, la perspective de l'éthique de la conscience de Kant, la perspective du perfectionnisme éthique, de devenir une meilleure personne, ça serait la quête éthique d'Aristote. Donc, excusez du peu, là-dedans, il y a Emerson, Montaigne, Nietzsche. Alors, donc, sans scrupule, c'était du maximalisme, c'est-à-dire quelque chose d'impossible à atteindre pour Revène-Augien. Nous soutenons que la situation actuelle, qui met en présence des intérêts disjoints et des forces qui sont sans commune mesure, car enfin, l'industrie a une puissance de feu que n'a pas la recherche publique. Eh bien, cela implique que les acteurs de la recherche publique et les soignants revendiquent du maximalisme éthique. C'est-à-dire que nous estimons, pour le dire dans une formule très simple, qu'il ne faut pas que la technologie nous empêche de devenir une meilleure personne. Pour reprendre la formule du maximalisme, avec des guillemets évidemment, parce que je ne souscris pas au fait que la pensée aristotélicienne dont je m'inspire ici soit maximaliste, elle est juste éthique. Donc il s'agit de concevoir des technologies qui ne nous empêchent pas de mener une vie, disons, morale. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Il suffit de voir les réseaux sociaux, le design de maltraitance des outils technologiques qui sont délivrés par l'industrie. Donc, au-delà même du sujet de ce soir, vous voyez, c'est la perspective générale qui est la nôtre. Et cela se décide non pas de manière unilatérale par les philosophes ou les spécialistes éthiques, mais, voire point précédent, par le dialogue entretenu dans des ateliers entre les différents intérêts, les différentes personnes. Vous voyez, c'est quelque chose d'ambitieux, mais qui s'appuie, vous voyez, sur le fait que, moyennant une éthique de la discussion, ce point n'a pas été dit, mais c'est ce qu'on voulait dire, je crois, tout à l'heure, avec l'idée qu'on peut faire parler des gens qui n'ont pas accès à la parole dans une perspective elle-même éthique d'inclusion. Donc, vous voyez, il s'agit de penser une véritable éthique de la discussion qui permet de donner un sens commun, au sens fort du terme, à l'usage technologique. Alors, dernier point, ça permet de sortir de la situation étrange dans laquelle nous sommes, qui relève de ce qu'un collègue aujourd'hui disparu britannique qui s'appelait David Collingridge appelait le dilemme de Collingridge, qui est cette position étrange où, lorsqu'on n'a pas assez d'informations sur une technologie, on n'éprouve pas le besoin d'en parler. Elle va se développer parce que le marché fait qu'elle se développe. Et la puissance du marketing, même de la publicité, fait que ça peut se développer. Et puis, quand on a beaucoup d'informations, c'est déjà installé, on ne peut plus en parler. Et Collingridge disait, voilà, ça pose un problème. Je crois que ce dilemme de Collingridge, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui sur la robotique
sociales et en particulier en gérontologie. Et il y a quelque chose qui doit nous alerter, nous maintenir en vigilance. Fabienne l'a dit, c'est le cas de ChatGPT, qui n'a jamais été pensé dans ses fonctionnalités multiples, ce qui fait qu'on a des usages aberrants, non éthiques, dont souffrent déjà beaucoup de secteurs de la société. Donc, vous voyez, ce système sur lequel, ce qui est beaucoup plus qu'un moteur de recherche, cette IA générative dont personne ne maîtrise véritablement le fonctionnement, qui est un système assez fermé, évidemment, par ses concepteurs, ses inventeurs, eh ben, si vous voulez, dans la situation du dilemme de Collingridge, alors qu'aujourd'hui, les robots compagnons ne sont pas encore, c'est le moins qu'on puisse dire, faciles à intégrer, ben, avant qu'on les intègre, je crois que c'est le moment où ce type de méthode que nous proposons a une pertinence. Voilà ce que je voulais ajouter. Super, merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas commencer forcément par parler moi-même. Est-ce qu'il y a des réactions? Donc, on est dans les temps, hein, on a largement le quoi de... On finira de toute manière peut-être un petit peu avant 20 h, mais on a largement le quoi de discuter, débattre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent apporter leur témoignage, leur réflexion à ces trois pas exposés, mais... Alors, on a 2 réactions de chat. Ah. Oui, Je sais oui, il pas y a si une petite demande de bibliographie. Voilà, tout d'abord, effectivement, une demande de bibliographie, notamment Max Weber, mais John Dewey. est-ce que du coup, on pourra transmettre? Oui, on pourra vous transmettre une bibliographie. Et ensuite, je sais pas, est-ce que vous avez la seconde en lecture sur l'effort des anthropologues? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Alors, il y a un deuxième chat. Cet effort des anthropologues qui est fait pour traduire et reformuler est passionnant, d'autant plus qu'au départ, l'interaction homme-machine se faisait par un langage du code basé lui-même sur un langage connu de tous, 0,1. Et c'est un commentaire? C'est une réaction, oui, mais... Approfondir sur la... Si j'ai bien compris, sur le l'anthropologie. travail, d'accord, ok. Oui, alors, enfin, vous le savez tous, hein, évidemment, la difficulté, c'est de faire parler ceux qui sont les plus incapables de parler. C'est toujours la difficulté, ceux qui parlent sont... Donc, évidemment, sur ça, il y a un biais, parce que alors, il y a un biais, mais en même temps, moi, je vous assure, travaillant beaucoup avec des patients, c'est impressionnant comme on projette vraiment régulièrement ce qu'on pense que l'autre vit. Je suis toujours troublée de voir que quand je travaille avec des patients et je les intègre même dans la conception de l'étude, voire même c'est eux qui formulent les hypothèses et qui nous aident à formuler les hypothèses, parce que ce n'est pas des chercheurs évidemment, mais on formule les hypothèses avec eux. Je suis toujours troublée de voir à quel point on est dans une sorte d'interculturalité permanente. Donc, il faut être très, très vigilant pour ne pas projeter sur l'autre ce qu'il vit. Par exemple, je vous donne un exemple moi, qui m'a bouleversée. Quand j'ai travaillé récemment sur le psoriasis, des patients m'ont dit « mais moi, c'est la première fois qu'on me demande réellement ce que je ressens, ce que je vis, et que je peux exprimer ce que je ressens, ce que je vis en tant que personne malade. » Donc, ce qui me trouble aussi, à chaque fois, c'est aussi le manque d'endroits où réellement les patients ont la possibilité d'exprimer leurs besoins. Nous, on est arrivé, par exemple, sur la question de l'expression des besoins. On a publié, là c'était dans des revues en dermatite atopique, on est arrivé avec les patients à la liste des questions qu'on aimerait que le médecin nous pose, tout bêtement. Plutôt que ce soit le médecin qui pose des questions sur les besoins, ou sur les futurs besoins de la,
de l'innovation technologique ou du dispositif technologique, eh bien, c'était d'inverser totalement la proposition en disant nous, on aimerait qu'on nous pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous pose comme question, quoi. Mais tout bêtement, en fait. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qui sont toujours très émouvants. Et après, la différence avec un travail en psychologie, parce que moi, je ne suis pas psychologue, ça renvoie à ce que disait Léa tout à l'heure, c'est de comprendre comment, en fait, l'humain construire sa relation au monde avec des humains et des technologies, ou ça peut être pas que des technologies, hein. C'est tout artefact technique, la boîte de médicaments, sa sécrèt, c'est sa boîte son pilulier, la manière, son armoire, il range ses placards, ses petites boîtes. Donc on le fait parler sur son écosystème technologique et humain pour voir comment émotionnellement son système de valeurs se construit dans un écosystème qui est fait de relations complexes, en fait. C'est jamais directement le patient avec sa montre connectée, c'est le patient avec sa montre connectée dans une écologie d'interaction plurielle. Okay. C'est ça qui est intéressant. On a toujours une manière de penser la technologie dans une relation directe. La technologie, elle est toujours embarquée dans des relations de médiation plurielle dans lesquelles se mélange du technologique, du technique et de l'humain, quoi. Il y avait une question de Madame Algudo. Elle veut bien prendre la parole. Ah, alors, je ne sais pas si, attendez. On vous entend. Oui, oui. Ah, là, vous avez coupé votre micro. J'étais prête. Non, je voulais simplement, j'étais en train de faire un petit mot pour vous remercier. Je suis obligée de quitter ce moment passionnant. J'ai été très intéressée par tous les échanges, mais aussi, voilà, on manque un peu de temps pour poser des questions plus précises. Moi, alors je réponds aussi au chat du début. Moi, je me suis inscrite à ce temps-là parce que je suis formatrice auprès de personnes qui vont apprendre le métier d'auxiliaire de vie ou d'aide à la personne, et que je suis aussi bouleversée par différentes choses que je rencontre dans ma profession de formatrice, voilà, et que bon, on sait aussi que c'est des métiers en tension. Donc ça fait écho, tout ce que vous dites, hein, Madame Martin-Juchat, font écho aussi à ce que je peux rencontrer. Et parce que moi, je suis infirmière de formation en cadre de santé, ça fait des années que je travaille sur les besoins des personnes. Et donc, je suis toujours bouleversée comme vous encore, et tant mieux, ça me permet d'avancer. Et voilà, et moi, j'ai une simple question. Qu'est-ce qu'on pourrait finalement imaginer quand vous dites, finalement, j'ai dressé une liste des besoins des patients eux-mêmes en direction des médecins. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour la formation des personnes, des soignants, en fait, de manière générale, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'externes qui se sont inscrits là, voilà. Donc, comment nous, on pourrait avancer et quelles seraient un peu vos pistes de réflexion Là, c'est un peu court peut-être pour répondre, mais voilà. Comment voilà. Alors, j'ai entendu monsieur Ménissier parler des ateliers d'éthique. Hein, voilà. Oui, c'est ça. En effet, on a intervenu avec Thierry plusieurs années de suite à l'Institut de formation des cadres de santé. Moi, j'interviens aussi à la formation des infirmiers psychiatres à Saint-Égrève. Là, je suis intervenue plusieurs fois parce que face à alors là, c'est pas spécialement dans le domaine de la gérontologie, hein, mais lié à des nouvelles pathologies que les psychiatres observent de la part des jeunes qui utilisent les technologies numériques et les dispositifs d'accompagnement de type GPT. Hein, donc, ils nous demandent aussi de venir pour aussi apporter d'autres méthodologies que simplement ce qu'ils ont l'habitude de faire, à savoir plutôt la psychologie, quoi. Hein, donc oui, on intervient régulièrement. Mais après, je m'excuse si dans la salle il y a des médecins ou des infirmiers ou des infirmières ou des personnes qui créent des programmes de formation. Mais quand même, nous on le voit bien, travaillant beaucoup avec des soignants,
hein. Les soignants, dans leur formation, c'est comme les ingénieurs. Hein, ils sont habitués à décider pour les besoins des autres, hein, parce qu'ils pensent que c'est eux qui savent ce qui est les besoins des autres. Et là, ça renvoie à la manière dont sont formés les jeunes en école de médecine ou en école d'infirmière. Donc, il y a des habitudes prises dès l'école de décider à la place, en fait, de la personne, quoi. Et ça, c'est compliqué, hein, parce que c'est ce que nous, on appelle le technodéterminisme. Si je peux me permettre, c'est même plus profond. Il y a une sorte d'inéquité ou d'inégalité épistémique. Il y a évidemment, tous les avis ne se valent pas, c'est une réalité sociale, et on doit déconstruire ça dans ce travail qu'on fait. Moi, je vous remercie parce que ça fait écho à ce que j'essaie de faire depuis plusieurs années et partir surtout des besoins des personnes que plutôt tout ce... Bon, pourtant, je pense avoir été bien formée il y a déjà très longtemps, mais vraiment, je trouve que les dérives arrivent de plus en plus vite et que du coup, on a vraiment à être vigilant tout azimut. Voilà, donc merci pour votre enseignement et nos échanges. Merci à vous. Merci. Un mot pour Léa. Oui. Léa a indiqué un philosophe des aides techniques. Pouvez-vous redonner son nom? Merci. Oui, c'est Simondon. Du coup, si vous voulez, je peux le noter dans le chat. Ouais, super, merci. Juste pour porter un peu le débat, parce qu'on est là pour débattre. Moi, le problème existe, ça c'est clair. J'avais l'impression, mais c'est peut-être parce qu'on a un biais, parce qu'on fait partie de l'espace éthique et tout ça, que quand même s'il y a encore beaucoup de choses à faire et à changer au niveau de la formation des professionnels de santé, médecins et paramédicaux, qu'il y avait quand même de plus en plus de, comment dire, oui, on commençait quand même à penser, à avoir conscience que de remettre, on va dire, le malade un peu au centre, et que, bon, que la technosanté, c'était quelque chose qui pouvait faire que qui pouvait être délétère. Donc, j'espère quand même, je suis peut-être un peu optimiste, parce que derrière, il y a toute une industrie qui pousse, comme l'a dit Thierry, mais je pense qu'il y a une prise de conscience peut-être des plus jeunes, mais aussi des plus anciens, parce qu'il y a ici voilà, Jean-Étienne Bazin, voilà, réanimateur, donc techno-médecin, mais ce sont des gens qui réfléchit justement à ça. Donc, j'espère que quelque part les choses vont s'améliorer, parce qu'elles doivent s'améliorer. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est peut-être liée aussi à vos travaux et à vos communications, hein, sur le fait que effectivement, il ne s'agit pas de devenir une personne augmentée, mais il s'agit de devenir une meilleure personne. Donc, c'est assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a des médecins ou des professionnels de santé qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Manifestement, la cadre de santé qui vient d'intervenir, mais qui est peut-être partie, elle avait l'air un peu aussi optimiste. Je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus. Est-ce que faut toujours rester optimiste, mais est-ce que le combat est perdu? Est-ce que non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une vraie question dans ce domaine, comme dans d'autres où le numérique, l'intelligence artificielle et la robotique sont susceptibles de, pour reprendre le terme du philosophe Bernard Stiegler, de disrupter les activités humaines. Alors, c'est-à-dire non pas que la machine remplace l'humain, ça c'est une vue de l'esprit, mais plutôt qu'il y a une sorte de brutalisation des métiers, des relations sociales installées, tout ce qui fait sens et institution même pour une société tout simplement humaine. Alors, vous voyez donc le travail dans lequel on est avancé, nous, alors sur ce terrain-là, comme sur d'autres, par exemple, sur plus génériquement la question du travail, par exemple le travail productif à l'usine, la question, il y a d'autres domaines, de l'enseignement, où ChatGPT nous fait beaucoup de mal, vous voyez. Donc, il s'agit toujours de revenir autant que possible, alors peut-être pas un co-design intégral, mais c'est une distinction qu'on aurait pu introduire, mais un co-design au moins partiel, qui permet donc, avec l'apport des sciences humaines et sociales dans leur variété, hein, on y tient beaucoup, de faire dialoguer les parties prenantes, et dans l'idée que, c'est mon grand thème, hein, excusez-moi, chers collègues, vous allez vous... je le dis à chaque fois, il s'agit pour nous de civiliser
la société algorithmique. Parce que cette société algorithmique, j'entends par là les transformations que les systèmes d'algorithmes tous azimuts, il y a plusieurs formes de machines, font subir à la société, transformation brutale, précipitée. Et il s'agit, vous voyez, de civiliser parce que cette société algorithmique n'est pas civilisée d'elle-même. Et j'ai été sensible tout à l'heure, donc M. Bazin qui disait, en effet, les personnes, bon, il s'agit pour nous, vous voyez, de penser en complément la présence des robots, des expressions robotiques, de l'intelligence artificielle en complément du travail des soins, du travail social. Voilà, c'est rigoureusement le point, si vous voulez, pour le maintien d'un monde qui a du sens pour les humains. Je rebondis parce que je me dis que peut-être il y a des exemples un peu positifs qui vont déborder sur cette société algorithmique. Par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup de maladies chroniques, et c'est le sida qui a permis ça, c'est que il y a des co-designs des essais cliniques sur des médicaments avec des patients, des associations, etc., etc. Donc, ça n'existait pas avant. Donc, vous voyez, cette idée de participation des patients, je reste dans la médecine, est quelque chose qui, en tout cas au niveau des essais cliniques dans les maladies chroniques, est quelque chose maintenant qui est accepté et qui est même indispensable si on veut que l'essai clinique. Donc peut-être que c'est des choses qui vont. Là, on est sur des essais thérapeutiques. Peut-être que on peut prendre cet exemple pour le co-design des outils. Je me demandais aussi mais ça, je ne sais pas si Claude est encore là, mais c'est une réflexion. Thierry, est-ce que quelque part, par rapport à cette nécessité de civiliser la société algorithmique et tout ça, est-ce qu'il y a eu des états généraux, on va dire, de la société, je n'ai pas suivi, de cette société algorithmique qui, de toute manière, est là, quoi. Donc, alors, c'est un projet, c'est un projet que j'avais dans la chaire éthique et IA, que j'ai développé juste au moment de la Covid, malheureusement, des états généraux de l'éthique ou de l'intelligence artificielle, ou même de l'intelligence artificielle. Et j'ai été victime du dilemme de Colin Gridge, parce qu'on m'a dit, mais c'est pas un sujet, c'est pas encore un sujet. Puis maintenant, elle est partout, cette IA, bah, du coup, on dit, mais pourquoi on ferait ça? Les gens s'en trouvent très bien, d'ailleurs, il y a plein d'usages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, ça implique un public expert ou quasi-expert. J'ai eu la chance de coprésider la Convention citoyenne pour le climat de Grenoble-Alpes Métropole. Et on voit bien que je n'avais pas eu l'expérience, j'avais lu beaucoup de littérature sur ce qu'on appelle le moment participatif, de le vivre de l'intérieur, de devoir être en responsabilité d'une grosse machine comme ça. On voit bien que pour produire des résultats, il faut mobiliser des citoyennes tirées au sort et les transformer en quasi-experts, ce qui prend bien 1 an, 18 mois. Sinon, de toute façon, excusez-moi, mais la démocratie est capable de faire et de dire n'importe quoi. Donc, du coup, on est dans autre chose, on est dans une appropriation d'un savoir qui implique véritablement beaucoup d'humilité de la part de tout le monde. Et je crois que on voit bien que, pour prendre ma casquette de philosophe politique, en réalité, ce qui se passe en France et dans le monde, c'est que le contexte qui est le nôtre, contexte de la guerre, contexte aussi de la menace écologique qui reste là, environnementale, l'urgence environnementale, fait que il y a une sorte de pression de l'industrie, une sorte de jusqu'au boutisme, alors nécessité aujourd'hui par la compétition autour de l'IA, dans le contexte qui est le nôtre, qui est un contexte guerrier, et puis aussi une course jusqu'au boutiste du fait que ce vieux monde industriel, aujourd'hui, il est sur l'IA et il veut pousser les feux là-dessus. Donc, il y a plusieurs logiques qui font que, en fait, c'est jamais le moment, quoi. Avant, c'était trop tôt, et maintenant, de toute façon, il y a d'autres urgences. Alors que moi, je crois beaucoup à la nécessité de créer ces focus, comme par exemple sur la robotique, en gérontologie. Là, je suis, moi, en tant que philosophe qui se définit comme un philosophe d'astreinte, par exemple, les travailleurs sociaux m'ont demandé ce qu'il fallait faire avec l'intelligence artificielle parce qu'ils se sentent déjà menacés via les IA génératives. C'est le cas, par exemple, dans la fonction publique.
qui prend enfin conscience que ses effectifs vont être diminués par au moins 5 dans quelques années. Ce n'est pas être grand prophète que de dire ça. Et on voit bien que les gens commencent à s'inquiéter sérieusement. Et cette inquiétude est motrice, je crois, de la possibilité, elle peut amorcer la possibilité d'un dialogue approfondi entre parties prenantes. Qu'est-ce que tu en penses, Fabienne et Léa? Qu'est-ce que vous en pensez? Léa? Je vais te laisser réagir auparavant, Fabienne. Je vais prendre un peu la suite. Je pense que tu es plus élément que moi. Non, mais je crois que cette idée de convention citoyenne autour, peut-être l'IA, c'est peut-être énorme, mais en tout cas autour, parce que le vieillissement, c'est un vrai problème, autour de la robotique et de l'IA en gérontologie, etc. C'est des choses, comme il y a eu une convention citoyenne, enfin, peut-être que j'ai des bêtises, autour de la fin de vie, quoi. Oui, Donc, oui, c'est oui. quelque chose qui serait, qui est peut-être intéressant. Il Mais faudrait qu'on lance ça à Grenoble. Hein. Oui, mais c'est du gros boulot, comme tu l'as dit, et ils ont mis quand même pas mal de temps à sortir un texte, mais qui a été utile en tout cas. Je voudrais pas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Autrement, moi, je peux continuer. Il y avait une petite question Ouais. chat. La maltraitance machinique, pouvez-vous préciser ou donner une référence, s'il vous plaît? Merci. Ah, ça, si je me permets de continuer, c'est un de mes. J'égrène mes concepts, là, vous voyez. Un philosophe, il crée des concepts. Donc, ce que j'appelle maltraitance algorithmique, dont il faut constituer ce qu'on peut appeler la clinique, c'est-à-dire documenter des cas. Ce que j'appelle maltraitance algorithmique, ce sont tous les cas où, par exemple, dans le management des personnes, au travail, la machine a pris le contrôle. Elle ne l'a pas pris d'elle-même. Ce n'est pas ce qu'un de mes collègues appelle l'algocratie, concept que je critique. Ce n'est pas l'algocratie, ce sont des intérêts précis qui ont pris le contrôle, qui soumettent à ce qu'on appelle le travail humain, à ce qu'on appelle rationalité algorithmique, c'est-à-dire une optimisation des performances. Alors la machine est très forte pour capter nos données, à partir de ces datas, de considérer que la tâche peut être mieux exécutée en moins de temps, à partir d'un gabarit défini abstraitement. Donc c'est très simple en fait, c'est que cette industrie qui délivre des solutions extrêmement efficaces, elle sert quand même un système où la production est plus importante que les producteurs. Donc il y a de très nombreux cas aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point l'activité peut être monitorée. Je pourrais donner plusieurs exemples vécus ou lus qui montrent que toutes les dimensions des à côté du travail qui en constituent le sens humain, l'interaction un peu longue, le fait de passer un temps avec quelqu'un qui est en difficulté à la machine à café, etc. Tout ce que ne prend pas en compte cette logique algorithmique d'optimisation de la performance est totalement, littéralement, si vous voulez, détruite. Voilà, donc, et ça, donc, c'est inquiétant parce qu'on peut dire l'IA, de ce point de vue, sert des intérêts qui, finalement, sont discutables du point de vue simplement de la dignité humaine. Hein. Il s'agit de l'exploitation. Et on se transforme toutes et tous en livreurs Uber. Et c'est ça un danger réel avec vous voyez, cette approche des performances de l'IA par l'observation des usages optimisés. Et j'invite toutes et tous à être sensibles à ça, parce que chacun peut constituer sa propre liste des cas en observant ce qui se passe dans les lieux de travail. J'ai un beau cas à la mairie de Grenoble où la personne qui faisait office au bureau d'état civil avait un temps limité à nous consacrer. Son écran s'est mis à clignoter alors qu'elle n'avait pas fini la tâche. Et elle a dit, ben voilà, je vais avoir une mauvaise note. Voilà. Typiquement, voilà, alors le directeur général des services de la mairie de Grenoble pensait sûrement bien faire en augmentant la productivité des personnels. Donc, vous voyez, à l'hôpital, ça doit vous parler, enfin, vous autres personnels médico-hospitaliers, il est possible de mettre une pression. Alors, ce serait beaucoup dire qu'elle est peut-être inhumaine. Moi, je ne suis pas à l'hôpital, mais enfin, en tout cas, elle n'est pas forcément conforme à un travail bien fait. Oui, mais disons que la maltraitance algorithmique, je trouve qu'elle,
c'est d'abord la maltraitance numérique, la taylorisation, la rationalisation de la productivité et la non-maîtrise des rythmes. Oui, oui, c'est Parce ça. que là, ce qui est quand même, je pense, intéressant dans l'accentuation de la dynamique de l'IA, c'est qu'elle elle augmente ou elle accélère une dynamique qui a commencé avec le numérique, qui est la dépossession de son rapport espace-temps. Son écologie productive, hein, elle est imposée par une rationalité machinique. Hein. Et ça fait déjà un moment qu'on est dedans, quoi. Oui, mais Depuis les années avec 70. l'IA, on objective. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dimension objective de ça. Mais enfin, regardez, une tâche, quand elle est bien faite, elle peut être faite dans ce temps-là, dans ces conditions-là. Et tu vois, il y a une sorte, je trouve, d'augmentation où on retrouve des formes, disons, simplement d'exploitation à l'usine, enfin, sauf qu'il n'y a plus d'usine. Enfin, voilà, il n'y a même plus de lieu commun. Alors, c'est intéressant parce que je trouve que on voit bien dans la chaire éthique et IA, on a un gros lieu de travail, un gros poste, une grosse thématique sur la philosophie sociale. En fait, on entend par philosophie sociale la question du travail traitée par les philosophes. Or, je déplore que les spécialistes de philosophie sociale traditionnelle en philosophie, pour l'instant, n'ont pas encore compris que c'est ça l'enjeu. Que, en fait, la philosophie sociale qui est dominée par le marxisme et la théorie critique, l'école de Francfort, est vraiment en retard sur ces enjeux, du fait que les gens qui sont là-dedans ont une perspective qui ne prend pas en compte suffisamment les ruptures technologiques. Et alors, c'est un autre sujet, vous voyez, mais il est lié au nôtre de ce soir, parce que faire entrer des belles machines dans la vie des personnes vulnérables, ça peut avoir aussi ces aspects-là. Il faut voir comment on paramètre dans une société où tout est comptabilisé, mesuré, optimisé. Oui, mais en fait, vous n'êtes pas contre, mais vous êtes sur la civilisation quoi, de ces machines, au sens… Voilà, tout à fait. Il y en a une. C'est ça le maximalisme éthique. C'est le maximalisme éthique. On ne peut pas se contenter des intérêts des uns et des autres superficiellement appréhendés. Ça, Parce que c'est possible. Voilà. aujourd'hui, il y a Jean-Étienne qui veut parler. Jean-Étienne, c'est Jean-Étienne qui veut parler. Vas-y. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que c'est extrêmement intéressant. On est vraiment en plein dans la réflexion éthique. Bon, c'est extrêmement bateau ce que je vais dire, mais la vraie question par rapport à la robotique, par rapport à l'IA, par rapport à tout ça, c'est de maintenir ces technologies comme étant des outils et non pas des remplacements de l'être humain ou des remplacements de l'humanité. Et par rapport à ce qui a été dit, notamment sur le risque de maltraitance algorithmique ou technologique, eh, tout va dépendre des valeurs qu'on met derrière. Si la valeur, c'est la rentabilité, et la rentabilité, elle est économique, malheureusement, on est obligé de se soumettre à cette maltraitance. Si nos valeurs, c'est le bien-être humain, c'est la bienfaisance pour l'ensemble des humains et notamment les plus vulnérables, à ce moment-là, on va être sur un autre registre d'interprétation de l'algorithme. Oui, mais enfin, si je peux me permettre, le problème, c'est que sur le temps long, hein, des anthropologues comme Leroy-Gourhan l'ont fortement souligné, c'est-à-dire que nous, on est une espèce qui avons délégué à la technique énormément de tâches. Hein, la question de la mobilité, après l'énergie, donc c'est toute l'histoire des techniques. Lisez Lewis Mumford et André Leroy-Gourhan, La technique et civilisation. Moi, j'ai vraiment adoré les travaux de Lewis Mumford. Parce que sur le temps long, il explique toute la complexité de notre dépendance à la technique et notre désir à déléguer, comment dire, à faire à la place de nous-mêmes. Et c'est tellement ancien dans l'histoire de l'humanité que je ne vois pas comment on pourrait changer. Donc c'est vrai que la tentation, c'est de plus en plus demander à l'IA de faire des choses à notre place. D'où évidemment toutes les réflexions actuelles sur la question est-ce que nous allons perdre au niveau cognitif, d'externaliser nos compétences intellectuelles dans des machines. Mais la tentation à déléguer à des machines des compétences humaines,
Ça, c'est ancien. C'était d'abord déléguer nos difficultés corporelles, la question de… Donc, toute l'histoire, moi, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, travaillant sur le corps, parce que tout le rapport à la technique, hein, c'est d'essayer de compenser nos limites humaines, nos limites corporelles. Alors, au départ, c'était des limites corporelles, donc ça inquiétait moins, parce que maintenant, c'est des limites, nos limites cognitives. Hein. Mais d'un point de vue anthropologique, c'est la même logique. Les gens s'inquiètent, parce qu'en effet, on essaye de déléguer des compétences qui sont liées au cerveau. Quand on déléguait des compétences liées aux mains ou aux pieds, on était moins inquiet. Hein. Là, d'un seul coup, on veut déléguer des compétences cognitives. Ouais, mais si je peux me permettre, le monsieur qui vient de parler, on souscrit il y a un complètement. risque. Voilà, non, on bien souscrit sûr. complètement à ce qui est dit, bien sûr. Tout à fait. Mais après, ce qui est je pense que difficile, Léa, ce qui est difficile, c'est, enfin, moi, c'est ça d'ailleurs qui m'interroge. C'est étant donné que toute l'histoire de l'humanité a été de vouloir déléguer à de la technique des compétences humaines, c'est comment on peut comment dire, changer de voie, puisque c'est en lien avec l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est… C'est très non. Léa, tu vas Léa, ajouter tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que On vous entend mal, Léa, peut-être. Si vous rapprochez un peu vous parlez plus fort ou du micro, je ne sais pas. Oui, je vais peut-être essayer de parler un peu plus fort. Allez-y, non, ça va, excusez-moi. C'est bon, super. Non, je souhaitais rebondir donc, par rapport à ce qui était dit, et puis aussi par rapport à ce qui a été dit dans le chat, une personne qui disait informatiquement, c'est pour le moment encore impossible ou extrêmement compliqué de coder des valeurs ou de l'éthique. Donc ça me faisait penser en fait au cas des moral machines où justement le but en fait est de faire en sorte de se poser la question comment faire pour avoir des machines éthiques. Finalement, c'est peut-être pas véritablement cette question-là qu'il faut se poser, mais c'est plutôt, donc ça rejoint ce qui a été dit auparavant, dans le sens où c'est comment réussir à instiller des valeurs humaines à partir du moment en fait où même il y a la conceptualisation de la machine qui va être faite. Et ça, par exemple, c'est ce qui va être. Je travaille notamment sur le value sensitive design. Et c'est assez intéressant pour ça, en fait, dans le sens où c'est toute une théorie de design qui va être pour faire émerger finalement des valeurs morales, en fait, sans précisément dire il faut mettre telle ou telle valeur dans la conceptualisation d'un système d'IA. C'est plutôt on va mettre les personnes entre elles, toutes les personnes en fait qui vont être à la fois qui vont développer la machine, qui vont la conceptualiser, qui vont ensuite la créer matériellement, et les personnes qui vont l'utiliser, donc les personnes, les utilisateurs, utilisatrices. Et c'est plutôt du fait de mettre constamment les parties prenantes, toutes entre elles, qui va permettre de faire émerger précisément des valeurs morales. Parce que chaque personne va ramener son intérêt par rapport à la machine, son intérêt égoïste, individuel, on va dire. Et c'est ça qui va permettre en fait de faire émerger des valeurs par la suite. Donc c'est pas véritablement en fait, le fait de faire la machine éthique, c'est plutôt les personnes qui vont la conceptualiser, c'est plutôt à l'état de conceptualisation en fait que c'est important. Mais ça rejoint finalement ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au co-design en fait. J'ai une formule idiote pour Fabienne. Oui, c'est quand même très très impressionnant ce que vous dites sur cette tendance un peu de vouloir l'homme techno faire des choses à notre place. Et c'est au risque de n'avoir un jour plus de place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'est-ce qui nous reste comme place, quoi, à se devoir déléguer à la machine. Voilà. C'est vertigineux, votre affaire. Mais OK. Après, peut-être que je pourrais intervenir sur… Moi, ce que j'aime bien aussi dans le travail sur l'éthique, c'est la question des vices et des vertus. C'est-à-dire que donc toute quand même la logique technologique, c'est lié à notre vice premier qui est quand même la paresse. Donc c'est vrai que ça, on est bien obligé. Et d'ailleurs, toute la… C'est de la théologie, là. Tu vois. Bah oui, mais bon, les vices et les vertus, donc c'est cette question. Et c'est intéressant parce que quand même le rapport à la technologie renvoie aux vices et aux vertus. Et moi, ce que je trouve assez génial quand même sur cette diffusion et d'une rapidité absolument spectaculaire de GPT, c'est que ça repose uniquement sur la paresse, quoi, en fait. Donc, et ça, c'est intéressant parce que c'est des émotions fortes. Ou la volonté d'être augmenté sans trop d'efforts, quoi. Mais bon. C'est ça, exactement. Ouais. Oui.
Mais alors, sur ce point, nous nous reconnaissons dans le travail d'une collègue dont je vais afficher dans le chat. Vous avez vu que je nourris le chat De référence. abondamment, de références, courageusement, pour vous permettre finalement de faire votre retard. Hein. Et là, il y a une collègue, Shannon Valor, qui est à Édimbourg, qui développe l'idée dans laquelle nous nous reconnaissons que ce qu'on appelle donc l'arétaïsme, théorie des vertus, ou perfectionnisme moral, que j'ai déjà évoqué, qui consiste à essayer de devenir meilleur. Définir l'éthique comme essayer de devenir une meilleure personne, doit être pensé comme quelque chose qui apporte aux technologies. Donc, il y a une éthique des technologies, alors que du coup j'appelle le techno-perfectionnisme que j'ai inventé récemment. C'est-à-dire considérer que la technologie, je dois avoir, en tant qu'usager, alors à plus forte raison si j'ai la possibilité d'être concepteur, voire industriel, la technologie ne doit pas m'empêcher de mener une vie morale, ne doit pas m'empêcher d'être une bonne personne, et peut-être même peut me permettre d'être une meilleure personne. Alors justement, cette question des vices et des vertus, le bon, le meilleur, le moins bon, le pire, soyons clairs, ça relève donc d'une évaluation sociale et collective. C'est-à-dire après, qu'est-ce que c'est qu'être bon? Par exemple, c'est être en relation avec les autres. Et du coup, vous voyez comment cette approche de l'éthique des vertus, qui est une très très vieille chose, hein, qui est chez Confucius et Aristote, et puis plein d'autres, dans le monde technologique, où la technologie, elle est chez nous, elle est en nous, eh ben, ça donne un sens pour une vie morale renouvelée. Alors qui est aux antipodes du technosolutionnisme qui ne voit que l'intérêt marchand et, comme tu le dis, Fabienne, qui veut donc jouer sur notre stress ou notre désir d'en faire moins. Voilà, je crois que là, c'est une manière de contrer ça, mais vous voyez, ça implique un vrai travail moral. Hein, c'est-à-dire que moi, personnellement, qui suis philosophe politique, j'aurais jamais cru arriver sur ces positions. Et je pense qu'il se joue là quelque chose d'extrêmement important au plus loin de ce qu'on appelle l'ethics washing, l'ethical washing, où en gros, tout le monde fait un peu de design éthique et puis du coup, ça va bien, quoi. Là, il y a un vrai travail et que nous, on a décidé de faire collectivement avec les personnes concernées en premier lieu, donc les patients et les soignants. C'est très bien que dans le MIA, l'Institut multidisciplinaire, là, il y ait tout ce travail fait, on va dire, par des philosophes, des SHS et des choses comme ça, où il n'y a pas que du hard au sens scientifique du terme. Bon, c'est pas vraiment facile, mais mes collègues jeunes et moins jeunes peuvent en témoigner. Hein, Léa, Ambre et Fabienne, c'est pas facile. C'est-à-dire que la construction parmi tous les scientifiques, la construction d'informaticiens, d'informaticiennes n'est pas la chose la plus accessible. Les personnellement ne sont pas aisément, spontanément accessibles aux logiques humaines et sociales, c'est certain. Oui, il y a un problème de formation. Oui, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a peut-être pas non plus totalement parlé. C'est aussi la persistance d'une idée qui est que la technologie va résoudre tous les problèmes, ce qu'on appelle, nous, le technosolutionnisme. Et quand même, le site grenoblois est particulièrement technosolutionniste. Donc, globalement, en termes de rapport de pouvoir et de rapport de force au niveau du site, la majorité des acteurs considèrent que ce qui importe, c'est d'abord de développer des technologies, parce que ce seront ces technologies qui permettront de répondre à beaucoup de problèmes. Et ça, c'est quand même aussi un paradigme qui est très présent, de penser que c'est l'innovation technologique qui nous sauvera. Donc, et c'est vrai que même sur le site grenoblois, on voit à nouveau des postures de quête de souveraineté technologique à tout prix, quoi qu'il en coûte, quels que soient les humains qui soient justement comment dire, bénéficiaires ou au contraire comment dire, perdants dans le quoi qu'il en coûte technologique, quoi. Et c'est aussi couplé à l'idée de la neutralité de l'objet technologique qui va aussi complément généralement en fait. Donc, tout à fait. Il est 19h57. Je pense qu'on n'a pas perdu trop de monde. Je pense que c'était assez passionnant et par certains côtés, des mots maintenant qu'on applique beaucoup à l'IA, vertigineux. Oui.
Oui, il y a quelque chose que je pensais que vous alliez nous poser comme question, parce qu'on nous la pose tout le temps. Qu'est-ce que C'est vous auriez aimé que je lui pose comme question, moi? Ouais, voilà, c'était en fait sur l'éthique juridique. Parce que nous, on dit tout le temps que l'éthique commence où s'arrête le juridique. Et Oui. c'est vrai qu'on a eu des difficultés dans des publications, parce que certains considèrent la démarche éthique uniquement d'un point de vue juridique. Mais la question n'a pas été posée comme ça, parce que souvent on dit bah, quoi, juridique, ça suffit, quoi, des bonnes lois, puis c'est bon, quoi, hein, franchement. Ouais. Donc, nous, on explique tout le temps, en effet, que ce qui est le travail éthique, c'est ce qu'on a discuté ce soir. Au contraire, l'éthique commence quand se termine le juridique. Complètement d'accord avec vous. C'est pareil pour les limites de la déontologie ou du juridique. Et clairement, l'éthique, c'est autre chose. C'est quand tout ça ne répond pas aux questions. Exactement. Écoutez, merci beaucoup à vous trois. Merci, il n'est pas là, mais à Philippe Cinquin qui m'a donné votre nom, hein, qui vous a dénoncé comme étant pour nous aider. C'est à lui que j'avais demandé un petit peu. Je pense que c'était passionnant. Bon courage pour vos états généraux, hein, Thierry, pour votre convention citoyenne. Et puis, voilà, il y a beaucoup de remerciements. Et puis, je pense que, Eric, tu l'as pas dit, mais c'est enregistré, hein, je crois, et ça sera sur le site. Je te laisse, Eric. Alors, c'est enregistré, et puis d'ici peut-être 24-48 heures, ça sera disponible en ligne. OK. Merci à tous. Merci beaucoup, Léa, et bon courage pour la suite. Mais je pense que c'est bien parti avec tes deux co-encadrants, là. Je pense que tu es bien encadré. Et bon courage. Et si les techno-scientistes du MIAI t'embêtent trop, appelle au secours. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.